Décédé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier suite à des violences perpétrées par un groupe de militaires à Bobo-Dioulasso, le jeune Momoni Tendoré a été accompagné à sa dernière demeure hier dimanche au cimetière de Balankele-Daga. Images et commentaires à suivre dans ce journal. À la une également, la célébration de la journée mondiale du donneur de sang à Kaya dans la région du Centre-Nord, une opportunité pour rendre hommage aux hommes et femmes qui œuvrent dans la promotion du don de sang pour sauver des vies. On fera le point également dans un instant. Et enfin, plus de 8 millions de Maliens ont été appelés aux urnes ce dimanche pour le référendum sur la nouvelle constitution malienne. La diaspora malienne vivant au Burkina a voté à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Ouaïgouya. Le point des bureaux de vote ouverts à Ouagadougou à suivre en début d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de vous informer sur Trui TV. Décédé dans la nuit du 15 au 16 juin dernier suite à des actes de violence exercés par un groupe de militaires sur la population de Diaradougou dans les Hauts-Bassins, l'élève Momoni Tendoré repose désormais au cimetière de Balankele-Daga. Âgé de seulement 21 ans, ce dernier devait passer le baccalauréat. Il a été accompagné à sa dernière demeure par une immense foule. Une marche pacifique a par ailleurs été organisée afin d'exiger la justice dans cette affaire. Serge Bado depuis Bobo-Dioulasso. C'est une foule immense qui a accompagné Momoni Tendoré à sa dernière demeure. Le cortège a fait le trajet de la morgue de l'hôpital Sorosan au cimetière de Balankele-Daga accompagné d'une foule à pied, pancartes et photos du défunt en main. La foule réclame justice pour ce drame. Chérif Traoré. Franchement, nous avons le cœur meurtri. C'est pour montrer que franchement nous ne sommes pas contents. Le Burkina ne mérite pas ça aujourd'hui. L'heure est à la cohésion sociale. Avant, il n'y avait pas de confiance entre les militaires et la population. Aujourd'hui, Inch'Allah, il y a cette confiance entre nos autorités, les corps habillés et nous. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, des soi-disant corps habillés comme ça qui sèment la pagaille, ils viennent mélanger les tout. Moi je me demande même si ce n'est pas un sabotage du pouvoir. Ce n'est pas intéressant. On ne peut pas se rendre justice soi-même. Il y a une justice qui est là. On interpelle tout le monde. Ça fait la 3e fois comme ça dans ce même quartier. Que ça soit la dernière fois. Le monde qu'ils ont vu, ça ce n'est rien. Que ça soit la dernière fois. Que ça ne se répète plus. Pour le représentant des jeunes de Diaradougou, il lance un appel au calme et à la retenue. Il demande également à la justice de faire toute la lumière sur ce drame. Amadou Koulibaly. Le message, on appelle au calme, parce que la violence n'amène nulle part. Comme on le dit, la violence entraîne la violence. Mais ce qu'on a passé comme message, ce n'est pas la première fois que ces actes barbares se passent dans le quartier. Pour ne pas dire dans le pays. Récemment, à Diapoya, c'était le même problème. Vous avez dit que votre élément a été agressé au niveau de la gare Staff. Mais le petit a été agressé à plus de 200 mètres de la gare Staff. Si la gare pose problème, on décarpille la gare. Ou bien que les autorités ouvrent les yeux et que les lumières soient faites. Et on prie pour le repos de l'âme du disparu, que son âme repose en paix, qu'Allah apaise nos cœurs. C'est dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, dans le quartier Diaradougou de Bobo-Dioulasso, qu'un groupe de militaires a fait une descente et exercé des actes de violence sur des populations civiles. Des violences qui malheureusement ont entraîné la mort de l'élève Momoni Tendoré, âgé de 21 ans et qui devait passer l'examen du baccalauréat ce 19 juin. Selon les statistiques du Centre national de transfusion sanguine de mai 2022 à mai 2023, plus de 100 000 personnes ont donné de leur sang pour sauver des vies au Burkina. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, le gouvernement de la transition a décidé de rendre hommage à ces derniers. Et c'est à Kaya, dans la région du Centre-Nord, que cette journée a été célébrée en différé. Mamidriana Kamabou.
Qu'ils soient partenaires œuvrant dans la promotion du don du sang, associations, établissements, clubs, forces de défense et de sécurité ou encore à titre individuel, les meilleurs donneurs de sang ont vu leurs efforts récompensés au cours de cette cérémonie de la commémoration de la Journée mondiale du donneur de sang. Selon la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine, ces acteurs se sont positivement illustrés de par leur engagement et leur abnégation. Adama Ouetraogo de la région du centre, précisément de Ouagadougou, est élu meilleur donneur de sang avec 110 dons. Pour la première fois que j'ai donné mon sang, c'était le 12 décembre 1985. Lorsque Thomas Sankara a rassemblé les Burkinabés pour donner le sang, je faisais partie de ceux qui ont donné le sang ce jour-là. Donc ces médailles, moi j'ai dédié à Thomas Sankara. Ils ont dit 110, c'est plus que ça. Vous savez que c'était banque de sang. Quand on donnait à l'hôpital, c'était banque de sang. Maintenant, en 1993, c'est devenu Centre national de transfusion sanguine. Et donc, on a commencé avec Centre national de transfusion sanguine. Donc, le 1er septembre 2009, la pluie a emporté tous les documents. Sinon, ils allaient avoir au moins 140 à 150 dons. Voilà, depuis 85, 12 décembre 85. Selon les statistiques de l'OMS, 1% de la population mondiale doit donner son sang pour l'autosuffisance en produits sanguins. Au Burkina Faso, il faut 229 000 poches de sang chaque année pour couvrir les besoins. Un défi donc à relever pour le ministère de la Santé et les associations de donneurs de sang. Selon le président de la Fédération des associations des donneurs de sang bénévoles, Jean Bosco Zondi, la fédération sollicite l'accompagnement financier du ministère de la Santé afin de relever les défis. Les moyens utilisés pour collecter du sang n'est pas gratuit. La communication n'est pas gratuite. La sensibilisation, c'est des gens que nous employons, qui faisons la campagne de sensibilisation. Il y a du matériel. Donc il faut les moyens financiers pour pouvoir faire une vraie communication, changement de comportement de la population. Un cri de cœur qui a reçu l'attention du ministre de la Santé, Dr Jean-Claude Cargogo. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a pris encore une fois l'engagement de renforcer les capacités du Centre national de transfusion sanguine, mais aussi les capacités des associations de donneurs de sang pour que la disponibilité en produits sanguins labiles de qualité sûre puisse être effective. Sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. C'est sur ce thème qu'a été commémorée la Journée mondiale du donneur de sang, édition 2023 à Kaya, dans le centre-nord. À l'occasion, le ministre de la Santé a procédé au lancement de la campagne de vaccination de l'hépatite B pour les donneurs de sang. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine dans la région du centre. Plus de 8 millions de Maliens ont été appelés aux urnes ce dimanche pour choisir oui ou non au nouveau projet de constitution. Ici au Burkina Faso, ils sont plus de 2600 électeurs à être attendus pour ce scrutin. À l'ambassade du Mali à Ouagadougou, les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin à 8 h, même si à l'ouverture, l'affluence n'était pas celui des grands jours. Ceux qui ont voté se réjouissent d'avoir fait un choix pour la refondation et la souveraineté de leur pays. Abdoul Rahim Yeye. Il est 8 h ici à l'ambassade de la République du Mali au Burkina Faso. Ce 18 juin, jour des votes dans le cadre du référendum constitutionnel, 3 bureaux de vote sont ouverts. Quelques Maliens sont déjà présents pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Quelque temps après, l'ambassadeur du Mali au Burkina Faso fait son entrée. Après avoir plongé l'enveloppe dans l'urne, Youssouf Oumar Maïga invite tous les Maliens vivant au Burkina Faso à prendre part à ce référendum. En tant que citoyen malien, je me suis acquitté d'un devoir, celui de participer à ce processus référendaire visant à adopter le Mali d'une nouvelle constitution.
La dite constitution, si elle est adoptée dans les normes, devait permettre à notre pays de s'engager sur la voie de sa refondation et de sa reconstruction. Donc je suis pleinement satisfait et je profite de votre micro pour appeler les Maliens du Burkina Faso à venir massivement pour s'acquitter de leur devoir de citoyens maliens. Pour chaque électeur qui se présente, après vérification de l'identité, une explication du principe de vote est donnée par les membres du bureau de vote afin d'éviter autant que faire se peut les bulletins nuls. Les candidats qui ont pu voter en cette matinée se réjouissent d'avoir donné leur voix pour la souveraineté du Mali. Le Mali traverse un moment difficile, comme tu l'as dit. Mais nous sommes en train de le prendre en charge nous-mêmes. La destinée de notre pays en charge. Donc ce référendum n'est qu'un début du commencement. Vers l'espoir, vers la liberté, vers la souveraineté. Voilà pourquoi il faut venir voter. Le vote là, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est pour le Malien. C'est pour le Mali. C'est notre dignité. Donc la souveraineté du Mali qu'on est en train de faire. Donc tout le monde n'a qu'à sortir voter. Même si la mobilisation est faible en cette matinée, la présidente du bureau de vote numéro 3 reste convaincue que les électeurs viendront. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est un peu. Comme c'est le matin, je me dis que d'ici le soir, voilà, il y aura beaucoup de monde. Bon, ici, le bureau numéro 3, j'ai 117 inscrits sur la liste. Notons que les Maliens vivant au Burkina Faso votent à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Waiguya. Pour la ville de Ouagadougou, 2658 électeurs sont sur la liste dans 10 bureaux de vote. Les promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent ont dénoncé samedi une baisse des commissions sur les opérations de transfert par les opérateurs de téléphonie mobile. Réunis en association, ils ont tenu une assemblée générale à la Bourse du Travail. Objectif, faire connaître l'association et demander à ce que les commissions qui constituent leur principale source de revenus soient revues à la hausse. Assomta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara. Les promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent en assemblée générale réfléchissent sur les préoccupations de leur secteur afin de promouvoir leurs activités. Réunis en association dénommée APACTA, Association des promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent, ces derniers dénoncent une mauvaise organisation de leur secteur du fait des intermédiaires. Ces promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent se disent frustrés de leurs conditions de travail dues à la baisse des commissions sur les transactions. Une baisse effectuée à 2 reprises par les opérateurs de téléphonie mobile et ce, sans concertation aucune. Avant, nous étions scindés en 2 catégories, ça veut dire qu'il y avait des anciens et des nouveaux. Les anciens, c'était à 7 000 pour les transferts et on coupe des taxes de 600 et quelques. Et les dépôts, c'était à 5 000 et on coupe des taxes. Voilà. Et pour les nouveaux, c'était de 5 000 et on coupe les taxes et de 4 000 et on coupe les mêmes taxes aussi. Donc après, ils ont ramené ça au même pied d'égalité, c'est-à-dire les anciens ont rejoint les nouveaux, 5 000 à 4 000. Ça veut dire qu'on a enlevé 2 000 et 1 000 francs. Et 3 mois après, ils ont encore coupé. De 5 000, nous sommes venus à 4 000 pour les transferts et 3 000 pour les dépôts. Loin de vouloir entrer dans un bras de fer avec les compagnies de téléphonie mobile, les promoteurs d'agences de vente de crédit et de transfert d'argent demandent à ce que les commissions soient revues à la hausse. Des commissions qui constituent du reste leur principale source de revenus. Si on pouvait revenir même si à 5 000, 4 000, bon, ça va nous arranger. 5 000, 4 000, bon, on ne peut pas dire aussi de réseau de travailler à perte. Mais nous aussi, on connaît au moins ce métier. Nous sommes pratiquement depuis la création, donc nous savons ce qu'il y a dedans un peu. Donc on peut essayer de se voir pour voir dans quelle mesure on peut essayer de jongler pour que tout le monde s'en sorte. Nous sommes plus de 100 000 agents au Burkina Faso ici. Et les 100 000 agents emploient des secrétaires. Donc ça veut dire que nous aussi, on contribue à l'économie du Burkina Faso. Donc il faut qu'on revoie notre cas. Sinon, si nous, on part au chômage, c'est sûr que ces personnes aussi vont partir au chômage. Créée le 3 avril 2022, l'APACTA, Association des promoteurs des agences de vente de crédit et de transfert d'argent, se donne pour mission de défendre les intérêts de ses membres et promouvoir le secteur des opérations mobile money. Elle compte à ce jour plus de 400 membres actifs.
Concours direct et professionnel session 2023, 128 concours professionnels et 127 concours directs ont été lancés par le ministère en charge de la fonction publique. Et pour cette session 2023, les inscriptions se passent en ligne sur la plateforme e-concours. Les acteurs en charge de ce recrutement sont à pied d'œuvre pour recevoir les différentes candidatures. Nous vous proposons une immersion dans les services du système d'information du ministère en charge de la fonction publique. Fatima Taninkiema. L'inscription en ligne des candidats au concours direct a débuté le 5 juin dernier avec les candidats postulants pour le compte des concours niveau supérieur ou égal au baccalauréat qui prend fin ce 17 juin. En ce qui concerne le niveau inférieur au baccalauréat, l'inscription débute le 19 juin et prend fin le 28 juin 2023. Pour l'heure, les acteurs en charge de ce recrutement sont à pied d'œuvre pour recevoir les candidatures. Selon le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, Samson Traoré, le nombre de candidats ne cesse d'augmenter au fil des années, tant pour le concours direct que professionnel. L'année passée, on était autour de 40 000, mais cette année, on a plus de 40 000 candidatures pour les professionnels. Maintenant, pour les directs, nous sommes en cours de... Voilà, les inscriptions se poursuivent et nous sommes à plus de 1 30 000 candidatures. Voilà, sur la plateforme. Et les inscriptions se poursuivent jusqu'au 28 pour les concours dans le niveau du PPC. Voilà, en descendant. Jusqu'au 28 juin, tout candidat au concours direct session 2023 est donc dans l'obligation de s'inscrire en ligne à travers la plateforme e-concours. Contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes, cette plateforme en ligne n'est pas uniquement faite pour les inscriptions au concours. Elle comprend 5 composantes, explique Ousseini Gambane, directeur du système d'information au ministère en charge de la fonction publique. On a d'abord la plateforme pour les inscriptions au concours professionnel et la composante inscription au concours direct. On a la composante gestion des SMS parce qu'il y a interaction avec les SMS pour pouvoir poursuivre les inscriptions. Et il y a la composante composition électronique pour le concours professionnel. Et enfin, la composante correction électronique des copies. À en croire Ousseini Gambane, le e-concours offre beaucoup d'avantages tant pour le ministère que pour les postulants au concours. Mais les difficultés ne manquent pas. Selon le directeur du système d'information du ministère en charge de la fonction publique, cette difficulté se situe à 2 niveaux. On a des difficultés techniques et il y a aussi des difficultés de non-maîtrise même de la plateforme par certains candidats. Il y a certains qui font appel en fait à certains centres pour pouvoir les aider dans l'inscription. Il peut y avoir pas mal de difficultés à ce niveau. Il y a la qualité du réseau Internet utilisé. Peu importe la difficulté, le call center est là pour répondre aux préoccupations des candidats. Ici, ils sont une trentaine de personnes qui se relaient de 8h à 20h pour assister les candidats. Bon, c'est pas grave, donnez-moi le numéro de téléphone qui a servi à l'achat de... Vous me suivez? Voilà, sauvegarde interne du téléphone. Voilà, ça dépend. Ça peut être dénommé téléchargement ou bien download. La difficulté majeure, selon l'informaticien Yacoub Diaby, c'est l'envoi du code. Lorsque le candidat envoie code au 3388 et qu'il ne reçoit pas de code, et on nous envoie la requête, on met le numéro de téléphone du candidat, on regarde les traces pour voir effectivement si le candidat a payé ou pas. Parce que le candidat peut ne pas payer et puis appeler parce qu'il a des bonus, il a des unités et puis dire que lui l'a payé. Donc nous vérifions et nous faisons une confrontation avec l'historique de paiement des opérateurs. Et on s'assure que le candidat a effectivement payé et nous on génère le code ou on lui renvoie le code. Et jusque-là, tout se passe bien pour les inscriptions. Mais qu'en serait-il pour la correction, quand on sait que ce 5e volet du e-concours a posé problème l'année dernière? Selon Ousseini Gambane, les erreurs ne manquent pas quand il s'agit de programmes informatiques. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille jusqu'à ce qu'on croise un cas qu'on n'a pas encore prévu et on essaie de le surmonter.
Mais pour le moment, on a déjà testé le volet correction avec les copies du concours de recrutement des eaux et forêts. Et on a pu faire les corrections sans problème. Il peut y avoir des problèmes, mais le plus important, c'est de pouvoir surmonter, de pouvoir trouver rapidement la solution et puis pour que en fait, les équipes puissent délibérer le plus tôt possible. Le directeur du système d'information au ministère en charge de la fonction publique tient à rassurer les candidats quant à la fiabilité de la plateforme. Toujours selon lui, tout le processus du e-concours a été internalisé. Nous fonctionnons maintenant de façon endogène. Tous les programmes sont en endogène, sont hébergés chez nous en local ici. Donc on a la latitude d'intervenir très facilement dessus. Les équipes qui ont travaillé sur ces différents modules sont là. Ça veut dire que tout est vraiment au niveau local. Donc ça c'est un grand dispositif qui a été mis en place pour que en fait, on puisse agir en fait, de façon rapide. Et ce sont des agents du ministère qui sont en charge de la gestion de tout le processus de fonctionnement de cette plateforme e-concours. Et grâce au centre de données, les agents ont la possibilité d'héberger toutes les données à l'interne. C'est un joyau qui était... À qui incombe l'entretien des voiries et bitumes dégradés? C'est la question que se pose bon nombre de Burkinabés qui vivent le cauchemar dans certaines zones de la capitale. C'est pour certains, l'entretien des voiries et bitumes dégradés relève de la responsabilité du Fonds spécial routier. Et bien, le directeur général de ce fonds estime pour sa part que cette mission incombe d'abord aux collectivités territoriales. Il revient sur les missions du Fonds spécial routier du Burkina ainsi que son mode de fonctionnement dans ce reportage signé à Assompta Sommet et Maxime Jean-Eudes Bambara. Des voiries impraticables avec des bitumes dégradés parsemés de nids de poules, c'est le cauchemar des usagers de la route dans certaines zones de la capitale burkinabé. Après la construction des voiries et leur bitumage, l'entretien laisse souvent à désirer et les plaintes des populations se font de plus en plus récurrentes. Si pour beaucoup cela relève de la responsabilité du Fonds spécial d'entretien routier, devenu Fonds spécial routier du Burkina, pour son directeur général, l'entretien des voiries urbaines incombe d'abord aux collectivités territoriales, quand bien même son institution peut contribuer à cette mission. C'est vrai que nous contribuons à l'entretien de la voirie urbaine, mais ce sont des prérogatives de la mairie. Donc, mais à un moment donné, le fonds peut aussi contribuer à l'entretien comme à la construction de nouvelles voies en fonction des besoins, en fonction de la vision aussi des autorités pour accompagner les différentes mairies dans la prise en charge des projets routiers. À en croire Théodore Ouedraogo, l'institution a acquis un statut de deuxième génération, donc de nouvelles missions et plus de flexibilité dans le fonctionnement avec le changement de nom depuis avril 2016. Les missions aujourd'hui du fonds vont au-delà du fonds de deuxième génération parce que on finance également des projets de construction de nouvelles routes qui sont des prérogatives d'un fonds de troisième génération. Fonds routier ou fonds spécial, c'est surtout la construction de nouvelles voies. C'est l'ajout, mais il faut dire qu'au-delà des projets routiers, le fonds spécial aussi a en charge la gestion des péages. Et l'un des défis majeurs du Fonds spécial routier aujourd'hui est la modernisation des péages sur toute l'étendue du territoire national. Le Burkina Faso compte à ce jour 38 postes de péage et 5 antennes. Des péages dont la gestion était assurée depuis 1998 par le Trésor public avant d'être transférés au Fonds spécial routier en janvier 2018. Ce que vous voyez à la sortie de Ouagadougou, route Ouaga Fada, Ouaga Bobo, à l'entrée de Bobo, ce n'est qu'un début de cette modernisation. Vous voyez qu'on parle aujourd'hui de modernisation, c'est de travailler de telle sorte à avoir des péages, de telle sorte qu'un usager ne puisse pas franchir les péages sans payer. On constate effectivement qu'aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs. Les gens évoquent des questions de monnaie, les gens évoquent des questions de la dégradation de la voie. Donc, on est en train, en tout cas, de peaufiner un plan de communication, d'abord pour sensibiliser les gens au paiement des taxes, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces taxes qui nous permettent de prendre en charge l'entretien. Donc, si ces taxes ne sont pas payées,
vous comprenez qu'il sera difficile pour le fonds d'avoir des ressources pour prendre en charge l'entretien. Selon Théophile Ouedraogo, le Fonds spécial routier du Burkina, qui est sous la tutelle des ministères des infrastructures et des finances, se veut un outil pour le financement de la construction et de l'entretien du réseau routier national et des voiries urbaines. Un financement qui nécessite d'abord la mobilisation des ressources, occasion pour ce dernier d'interpeller les populations à un comportement citoyen et à s'acquitter des frais de péage et taxes afin de permettre aux fonds et aux collectivités territoriales de jouer leur rôle dans l'entretien des voiries et des bitumes. Bonne nouvelle pour les amoureux de la série 3 femmes, 1 village de la réalisatrice Aminata Gledialo. Eh bien, cette comédienne réalisatrice est à nouveau sur un plateau de tournage pour donner vie à la nouvelle version de 3 femmes, 1 village. La nouvelle série est intitulée Bienvenue à Kikideni et comprendra une vingtaine d'épisodes qui mettra en scène les mêmes acteurs. Et c'est le ministre en charge de la culture lui-même qui a donné ce samedi le top départ du tournage dans le village de Wavoussé dans la commune de Lumbila. Kikideni, un nom très significatif dans le monde du cinéma. Un village inventé pour le tournage des séries 3 hommes, 1 village et 3 femmes, 1 village. Plus de 10 ans après la dernière série, l'équipe de tournage de Jovial Productions débarque avec son arsenal pour le tournage d'une nouvelle série. Le ministre en charge de la culture donne le clap d'ouverture de cette série intitulée Bienvenue à Kikideni. Une série de 20 épisodes qui est la suite de 3 femmes, 1 village, comme l'explique la réalisatrice Aminata Diallo. Et depuis le mois de mars, nous sommes ici parce que le concept de Jovial Productions, c'est de venir dans un village et de demander des terres aux riverains, on va dire, aux gens du village, qui nous donnent leurs espaces et nous, on construit les décors. Donc le palais royal que vous avez vu tout à l'heure est construit par nous, le décor de l'Agi est construit par nous, l'école est construite et puis l'église. Voilà. Donc ce sont des infrastructures que nous implantons pour nous permettre d'avoir une certaine autonomie dans la production. Dans une ambiance comique, la série va aborder les questions de l'insécurité, de la cohabitation des communautés et du fondamentalisme religieux selon la réalisatrice. Des thèmes qui sont d'actualité selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il s'agit notamment donc de vivre ensemble, de la bonne entente entre les différentes communautés, notamment les communautés religieuses. Parce qu'on a dans la série, bien sûr, je n'apprends rien à personne. L'Agui avec le curé, l'Agui et ses épouses, avec tout ce qu'il y a donc comme intrigue. Voilà, ça n'arrête pas. Donc ça veut dire que c'est une série qui va certainement nous faire rire une fois de plus, mais certainement qui va nous amener aussi à nous questionner aujourd'hui sur des sujets qui sont d'actualité, des sujets liés donc à la nécessité de vivre ensemble, au-delà donc de nos différences, et à la nécessité de prendre conscience aujourd'hui que, quelle que soit sa religion, quelle que soit donc sa communauté ethnique, nous sommes un seul et même peuple et que nous avons une valeur qui nous est tous chère, c'est la paix. Cette série met en scène des visages déjà connus comme Ladi et ses épouses, le curé et le chef du village, mais aussi de nouveaux comédiens. La série Bienvenue à Kikideni est réalisée avec l'accompagnement du ministère en charge de la culture, de Canal+ Burkina et de la RTB. Le film est attendu sur les antennes de la RTB et de Canal+. En début d'année 2024, sa réalisation va coûter environ 200 millions de francs CFA. En prélude à la cérémonie des ambassadeurs de paix et autres, prévue le 28 juillet prochain, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP a tenu une conférence de presse ce samedi. Objectif, donner le programme et les orientations de cette 3e édition, placée sous le thème « Quelle contribution pour la prise en charge des familles des VDP engagées au front ?» Reportage d'Amadou Bourema, commenté par Michael Tougri. À travers cette conférence de presse, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie MEPAP lance la 3e édition des ambassadeurs de paix Awards. Pour cette 3e édition, les APA vont s'intéresser à la question des familles des volontaires pour la défense de la patrie engagées au front.
Pour Paul-Marie Zoma, président par intérim du MEPAP, il sera question de mener des réflexions et de faire un plaidoyer pour la prise en charge des familles des VDP. Une tâche à laquelle il a laissé entendre que les pouvoirs publics, les forces de défense et de sécurité, les organisations de VDP, les organismes internationaux et les organisations de la société civile seront associés. Pour le comité d'organisation de cette troisième édition des APA, ces réflexions et propositions n'ont pas la prétention d'être la panacée aux problèmes et difficultés auxquelles les VDP font face de façon concrète, opérationnelle et scientifique. Des consultations et des sondages seront diligentés pour avoir des données analysables aux fins de production d'une documentation sur les contributions efficaces et efficientes pour la prise en charge des familles. Le défi majeur pour cette édition, selon Paul-Marie Zoma, est la prise en charge des familles des VDP. Pour lui, nombreux sont ces volontaires pour la défense de la patrie engagés au front dont les familles sont plongées dans la vulnérabilité et dans la précarité. Ces derniers comptent sur une rémunération mensuelle pour faire face aux nombreux besoins de leurs familles, mais cela n'est toujours pas évident. Nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire pour les encourager? Si leurs familles, on s'occupe de leur famille, nous avons le courage de combattre. Donc c'est pour ça que nous allons choisir ce thème. Et l'année passée, les classes internes. Et cette année, vous voyez qu'ils sont acceptés. Et généralement, ceux qui sont au front, ce sont les braves alliés de la famille. Avec pour thème, quelle contribution pour la prise en charge des VDP engagés au front, la soirée de remise de trophées de la 3e édition des ambassadeurs de paix Award est prévue pour le vendredi 28 juillet 2023. À travers cette cérémonie de distinction, ce sont des ambassadeurs de paix qui seront couronnés et invités à plus d'engagement pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble au Burkina Faso. Et on s'arrête ici pour cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi.